ce genre d'acte est absolument scandaleux et je me joins évidemment à toutes les condamnations et de la manière la plus ferme possible. Maintenant, si vous voulez, au-delà des hauts le cœur et des réactions un peu nauséeuses à juste titre, il faut essayer d'expliquer le phénomène. On sait très bien que l'antisémitisme, au cours des 40 dernières années, a totalement, ou en tout cas, oui, pour le moins disparu dans le peuple historique français, si je puis dire. Le fameux peuple historique français. Le peuple central, oui. Si vous voulez, il y a 30 ou 40 ans, l'antisémitisme, c'était des skinheads, c'était des groupes d'extrême droite radicalisés, etc. Ça a pratiquement disparu, c'est devenu totalement résiduel. En revanche, il y a une vraie résurgence. Le RN a fait le ménage ? Il y a une vraie résurgence. Il y a une vraie résurgence de l'antisémitisme depuis une quinzaine d'années, dont le vecteur est évidemment lié à la montée en puissance de l'islamisme et au séparatisme. Voilà. Donc il faut, si on n'identifie pas les causes à un moment donné, si vous voulez, d'ailleurs les tags en attestent, puisque effectivement il y a toute la série de tags qui fait référence au nazisme, mais à côté il y a Free Palestine. Je rappelle quand même que un des bouquins les plus vendus dans le monde arabe aujourd'hui, c'est Mein Kampf de Hitler. On retrouve aussi toute la littérature nazie qui est traduite en arabe et qui est vendue librement. Alors vous avez des chiffres officiels pour dire que Mein Kampf est le livre le plus vendu dans le monde arabe ? C'est un des livres les plus vendus dans le monde arabe. Malheureusement, je ne peux pas vous contredire parce que je n'ai pas les chiffres, voilà. Mais j'en doute quand même. C'est l'un des livres les plus vendus dans le monde. Et par ailleurs, être pour l'État de Palestine ne veut pas dire être antisémite. Vous le savez mieux que moi, ne confondez pas l'antisionisme et l'antisémitisme. Et là, c'est souvent une porte d'entrée. En tout cas, mais pas d'amalgame. Ceux qui ont fait ça confondent les deux, cher monsieur. En effet, Maître Nagar, qui ne sait pas encore. Juste, je termine parce que le Free Palestine, aux côtés de symboles SS, c'est pas moi qui fais l'amalgame. Manifestement, c'est certains qui confondent la Palestine et le nazisme et l'antisémitisme. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Maintenant, si vous voulez, il faut effectivement s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire d'une part, effectivement, au séparatisme islamiste. Parce que je dis qu'aujourd'hui, la résurgence de l'antisémitisme en France, il est effectivement lié à une réislamisation de certains quartiers. Le vecteur islamiste est effectivement l'un des vecteurs, sinon le principal, de la résurgence de l'antisémitisme. Kacher, l'attentat de l'hypercacher, Sarah Halimi, le meurtre de Mireille Knoll, enfin, tous ces actes antisémites qui ne sont pas liés les uns aux autres. Tous ces actes antisémites que nous avons commentés pendant des heures ici à votre antenne, ils étaient le fait de qui ? De skinhead ? Bien sûr que non. Ce qui est très drôle dans votre raisonnement, c'est qu'en fait, vous raisonnez exactement comme l'insécurité à laquelle on a fait face cet été. C'est juste une agrégation de faits divers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je citais tout à l'heure qu'effectivement, la France fait face à une résurgence de l'antisémitisme. Je vous ai cité un certain nombre d'affaires qui ont fait la une à juste titre. Mais ni vous, ni moi, ni personne ne connaissons les motivations des individus qui ont fait ce saccage. Enfin, écoutez, mais attendons les résultats de l'enquête. À chaque fois... Effectivement, on a eu je ne dis pas que là c'est le cas, je dis simplement qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme en France et qu'elle est liée à une montée en puissance du radicalisme islamiste. Nier ça, c'est ne rien comprendre à la réalité. On va conclure là-dessus. Tout aussi condamnable, mais adopter de manière homothétique ce qui se passe en Allemagne et le plaquer en France, à mon avis, vous commettez une erreur parce que le terrorisme d'extrême droite en France, il n'existe pas. Excusez-moi. Je pense que le gouvernement est en train d'essayer de régler par l'hystérie sa non-anticipation, sa non-prévoyance. Pourquoi par l'hystérie ? Parce que d'abord, il change de méthode en permanence. C'est toujours des mesures extrêmement exagérées. La fermeture de tous les bars et les restaurants, par exemple, c'est jamais des mesures ponctuelles avec lesquelles éventuellement on peut être d'accord, ou des mesures ciblées avec lesquelles aussi on peut éventuellement être d'accord. Là, la situation est quand même pas aussi grave qu'il y a quelques mois. Alors j'entends la question des urgences, évidemment, mais les urgences... Il y a des lits de réa qui sont en Ile-de-France occupés à 34% par des malades de Covid, ce qui est un seuil d'urgence dépassée. Certes, mais enfin, écoutez, le Covid, il est en France maintenant depuis pratiquement 9 mois. On aurait pu imaginer que dans le sillage de la première vague, le gouvernement anticipe, ouvre de nouveaux lits, prévoit de nouvelles capacités. Rien n'a été fait. Vous trouvez que ça correspond à un budget sanitaire de guerre ? Parce que c'est ce qui nous a été lancé, nous sommes en guerre. On est en guerre, mais il faut... Or, d'après ce que je sais, c'est que les lois de la guerre imposent des procédures exorbitantes du droit commun en termes budgétaires, en termes de recrutement, en termes d'aide financière. On peut dire qu'il y a eu un budget de gouvernement fait au mieux. Si vous prenez l'exemple suédois, la Suède est dans un état encore plus critique que le nôtre, et je ne les vois pas paniquer de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait le pari à un moment de comment on appelle ça, l'immunité collective, et que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, donc ils sont aujourd'hui dans un état pire que nous. Ils ne sont pas en panique. Je veux dire, ce que nous dit le président de la République aujourd'hui en matière d'enseignement de l'arabe à l'école, par exemple, lutter contre le séparatisme en le nourrissant en quelque sorte par une sorte de remplacement culturel,
fallait y penser. Mais en quoi apprendre l'arabe fait le mais attendez, déjà que l'école commence déjà par apprendre à nos enfants le français, dont énormément d'enfants savent écrire ou lire le français correctement. Le président de la République n'a pas imposé l'enseignement de l'arabe. Il a dit il faut que les enfants qui le souhaitent puissent apprendre la langue arabe. Vous devriez vous enorgueillir que la République offre à ceux qui souhaitent la possibilité d'apprendre le chinois et l'arabe et toutes les langues. Il n'a jamais dit que ce serait obligatoire. Il a dit offrir la possibilité. C'est comme ça que ça a été compris. Il vaut mieux que l'éducation nationale embrasse la langue arabe et la propose aux élèves plutôt que vous alliez dans des associations plus ou moins louches où vous allez avoir des personnes pas forcément très bien intentionnées qui vont prendre votre gamin et qui vont lui apprendre l'arabe avec une idéologie par-dessus. L'éducation nationale doit d'abord avoir pour mission d'apprendre à nos enfants le français. Oui, mais là on parle des langues vivantes étrangères. On parle des langues étrangères. Non, et ensuite l'arabe c'est aussi une langue étrangère qui peut s'ajouter au français. C'est un ordre de préséance. La priorité c'est au français, ensuite c'est à l'anglais et peut-être après les langues européennes éventuellement. Maintenant j'ai des hiérarchies entre les nationalités là. Juste le dernier. Je vous dis franchement, mon enfant, je préfère le mettre à la rigueur en chinois LV2. Je pense que ça lui servira plus aujourd'hui à notre époque que l'anglais. Mais bon, je parle de la langue vivante 2. Je parle pas du français qui est notre base à tous. Quant à ce qu'Emmanuel Macron nous dit que la République est responsable de ça, je suis désolé. Enfin, les quartiers qui sont visés, notamment ces HLM, etc. Il y a une quarantaine d'années, ils étaient occupés par la classe moyenne française modeste. Bon, aujourd'hui, c'est pas des raisons ethniques. En fait, la France n'assigne personne à résidence. Vous avez très bien des gens, des immigrés qui habitent dans les centres-villes quand ils ont les conditions sociales pour y habiter. Et beaucoup d'enfants sont dans les lycées catholiques qui sont très chers, enfants d'immigrés. Donc en fait, l'histoire, la République n'assigne personne à résidence. Je veux dire ça, c'est pire qu'un crime. C'est une faute. Vous méconnaissez. Je pense que le séparatisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années qu'on nous attirons l'attention des gouvernements successifs sur cette histoire. Bon, on a fermé les yeux très longtemps d'ailleurs. Peut-être que le phénomène aurait été peut-être maîtrisable si on s'en était pris il y a quelques années, si on n'avait pas laissé un maillage se faire de mosquées, d'associations sportives, de débits de boissons qui couvrent des quartiers entiers. Le séparatisme est un concept assez incomplet parce qu'en fait, ces gens-là, les islamistes radicaux, ils veulent pas seulement se séparer de la République française, ils veulent aussi par une sorte de suprémacisme étendre leur influence, par une sorte d'impérialisme, étendre leur influence et imposer leur vision de la religion d'abord aux autres musulmans et ensuite à l'ensemble de la France. Ce qu'évidemment il faut combattre. Dire que les chrétiens font pareil et les juifs font pareil, vous faites preuve d'une cécité aussi militante que scandaleuse parce que ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, la seule religion qui est traversée par un fondamentalisme très important et au bout de la chaîne mortifère, c'est effectivement l'islam. Mais ce n'est pas simplement en France, c'est dans tout le monde arabe que c'est comme ça. Et effectivement, nous avons en France, je dirais, une composante de musulmans modérés qui refusent ce suprémacisme et qu'il faut entendre. Mais